sommes en compagnie de journalistes qui sont venus et qui ont hâte de te poser leurs questions. Donc on va commencer tout de suite ici devant avec Madame Chapelle. Bonjour Thomas, Christine Chapelle, TF1. Je voudrais savoir si vous avez déjà votre planning sur ce que vous allez faire là-haut, et notamment est-ce que les expériences scientifiques que vous allez faire, et est-ce que vous allez avoir des sorties extravéhiculaires? Bonjour Christine, mon planning, oui je l'ai, il a beaucoup changé ces derniers temps pour revenir un peu à la case départ. On décollera bien le 15 novembre 2016 de Baïkonour au Kazakhstan. On avait parlé de décoller le 6, d'avancer un peu la date de départ, finalement pour plusieurs raisons c'est revenu le 15. Donc changez rien dans vos agendas. Ensuite rendez-vous en 6 heures avec la station spatiale, donc on s'arrimera le même jour, ou du moins la même nuit, puisque ce sera un décollage de nuit. Retour sur Terre en mai 2017. 180 jours de mission à bord. On a un programme très chargé, comme d'habitude, mais peut-être encore plus que d'habitude. On a pour l'instant sur le plan 4 sorties extravéhiculaires pendant les 6 mois, 2 pour aller changer les batteries du côté bâbord, en fait du côté gauche de la station spatiale. On a 8 différents circuits électriques, donc on va changer les batteries pour 2 d'entre eux. Donc ça donnera lieu à 2 sorties extravéhiculaires aux alentours du mois de décembre, janvier. Ensuite, on a un véhicule ravitailleur de SpaceX Cargo qui nous amène des équipements qui nous amèneront aussi à aller effectuer 2 sorties extravéhiculaires, et ça, ce sera plutôt aux alentours du mois d'avril. Donc on devrait être assez occupé avec ça. Beaucoup de cargo ravitailleurs. On sera la première expédition, si tout reste si tout reste prévu comme ça l'est en ce moment, à recevoir tous les types de cargo ravitailleurs. On aura donc le véhicule HTV japonais, le Dragon de SpaceX, le Cygnus d'Orbital Science et le Progress russe, qui devraient tous venir s'arrimer à la station spatiale pendant notre tour à bord. Et le programme scientifique, oui, maintenant il est de plus en plus raffiné. Je termine les dernières manipulations ici à la NASA. J'ai 2 semaines à l'Agence spatiale européenne ensuite au mois de septembre, qui vont me permettre vraiment surtout de me consacrer au programme européen. On a 55 expériences à peu près dans un peu tous les domaines, matériaux, physique, médecine beaucoup, physiologie, dont la plupart vont être contrôlés depuis le CADMOS en France. Donc tout ça se met en place, c'est une espèce de symphonie avec beaucoup de joueurs dans l'orchestre, mais au fur et à mesure qu'on s'approche de la date de la grande première, tout ça se fige, se sédimente un petit peu, et puis je pense qu'on aura une très belle mission. Bonjour, Sophie Jousselin de RTL. Bonjour Thomas. Au jour d'aujourd'hui, à 2 mois et demi du départ, vous êtes totalement zen, ou vous avez quand même un petit peu d'inquiétude, une boule au ventre avant de décoller? Bonjour, non, on n'est pas... je dis on parce que c'est pas que moi, c'est tout mon équipage, je ne vais pas partir tout seul, mais non, on est plutôt zen. Je pense pas que c'est qu'on soit spécialement courageux, spécialement fou, mais c'est parce qu'on s'entraîne depuis très longtemps. Moi, j'ai été sélectionné par l'Agence spatiale européenne en 2009. J'ai été désigné sur la mission en 2014, donc ça fait longtemps que je m'entraîne pour ce départ dans l'espace. On a répété toutes les procédures, on a essayé de se préparer à toutes les éventualités. Et puis ça donne une certaine confiance. Ça dédramatise un petit peu. Ce qui fait peur, c'est ce qu'on ne connaît pas. Si on ne sait pas à quoi on s'expose, là évidemment c'est un peu inquiétant, mais nous on a appris par cœur ce à quoi on s'expose. On a appris par cœur notre rôle et puis ce qu'il faudra faire, les procédures, les réactions. Donc non, ça fait pas tellement peur que ça. Je pense qu'il y a aussi énormément de gens qui sont impliqués dans cette mission. Donc, toutes les missions habitées, ce n'est pas seulement les astronautes, il y a des milliers de personnes qui bossent à l'Agence spatiale européenne, au CNES, à la NASA, à tous les partenaires internationaux qui font en sorte que ça soit aussi sûr que possible. Donc toutes ces personnes-là, elles s'interposent un peu entre le danger et nous, c'est un peu notre bouclier, du moins c'est comme ça que je le vois.
Donc ça donne, encore une fois, ça donne encore un peu plus confiance. Non, je pense que c'est aussi un petit peu virtuel tout ça, un décollage de fusée. Moi, j'en ai vu en tant que spectateur, mais j'ai jamais eu l'occasion d'en vivre un par moi-même. Pour l'instant, je m'entraîne uniquement en simulateur, donc peut-être que je réalise pas complètement ce qui va se passer, mais je suis sûr que quand je verrai la fusée, quand vraiment on prendra l'ascenseur là pour aller s'installer en haut du 3e étage, rentrer dans la capsule, là je l'aurai la boule au ventre, ouais, bien sûr, parce que c'est pas une expérience. C'est pas une expérience normale, c'est hors du commun de se catapulter comme ça dans l'espace à des vitesses incroyables. Donc oui, on aura un peu d'appréhension, mais l'entraînement est là pour faire en sorte que cette appréhension soit la plus faible possible. Puis ensuite, ça se transforme en grand bonheur. Oui, bonjour. Bonjour Thomas. Hassan Meda du journal L'Usine Nouvelle. Ma question est assez simple. Quelle est l'opération la plus délicate que vous-même ou l'équipage serait amené à réaliser? L'opération la plus délicate, sur une mission de 6 mois, il y a des milliers, pour pas dire des dizaines de milliers d'opérations, certaines que je connais déjà bien, certaines que je ne connais pas encore en fait. C'est ça qui est intéressant sur une mission de longue durée, c'est qu'on ne peut pas spécifiquement se préparer à tout et apprendre tout par cœur. Il faut se préparer physiquement, il faut se préparer mentalement, et puis il y aura des situations auxquelles on devra faire face et pour lesquelles on n'aurait pas été spécifiquement préparé. Alors on n'est pas seul pour ça, le centre de contrôle nous aidera, nous donnera la marche à suivre, nous enverra des procédures le cas échéant. Typiquement, j'ai des collègues astronautes qui m'ont dit bah oui, moi sur un vol de 6 mois, il y a 50% des choses sur lesquelles j'étais préparé et 50% des choses sur lesquelles je n'étais pas forcément préparé ou pas complètement préparé, mais c'était pas grave parce qu'on était aidé par le centre de contrôle. Donc ça, c'est la première chose. Je pense que les choses les plus critiques, le vol en Soyouz, c'est pas facile, c'est une phase très très dynamique, ça va très vite. C'est la phase la plus dangereuse tout simplement, on prend énormément de vitesse, énormément de hauteur, énormément d'énergie en très peu de temps. Donc il faut être capable de réagir rapidement. Une fois qu'on est dans la station, on a un peu plus de temps, mais dans le Soyouz, si on a une panne grave, c'est comme dans un avion, c'est comme dans ma vie de pilote de ligne, ma vie d'avant. Il faut savoir réagir rapidement. Donc ça, c'est un peu critique. C'est pour ça que c'est là-dessus qu'on passe le plus de temps en simulateur, sur la montée, l'insertion en orbite, le rendez-vous, l'arrimage, la redescente, la rentrée atmosphérique. Ça, c'est des choses que j'ai répétées extrêmement souvent depuis 2014. Donc je pense à ça, je pense aux sorties extravéhiculaires. Dès qu'on sort de la station, évidemment on s'expose à plus de risques. Ce scaphandre, c'est notre vaisseau spatial autonome, mais il a pas le confort de la station, il n'a pas les réserves de la station spatiale. Donc c'est un peu comme un bathyscaphe là, tout au fond de la mer. On est tout seul dans un mini sous-marin, on est très très loin de toute source de secours. Donc ça c'est difficile aussi. Je pense si jamais il y avait une grosse panne à l'extérieur de la station et qu'il fallait sortir un peu en urgence pour réparer une panne qu'on n'aurait pas vraiment prévue, à laquelle on ne serait pas préparé, il faudrait faire face à ça. Ça, ce serait difficile. Voilà, c'est des choses comme ça. À bord de la station, il peut se passer des situations d'urgence à l'intérieur de la station. Ce serait le feu. Ce serait la dépressurisation, ce serait quelque chose de toxique qui se répand dans l'atmosphère. Mais ça, encore une fois, on s'y est préparé tellement de fois que c'est pas si inquiétant que ça. Et puis les probabilités sont quand même extrêmement faibles. Donc je pense que vraiment, ce qu'il y a de plus critique, c'est de réussir son vol en Soyouz, la rentrée atmosphérique, surtout en mode dégradé, mode manuel, et puis une sortie extravéhiculaire pour réparer quelque chose de pas prévu, où il y aura un petit peu d'improvisation. Là, ce serait, je pense, de loin les situations les plus difficiles. Bonjour Thomas, Camille de Citizen Press, je m'occupe du journal du CNES.
Et alors ma question, elle est double. Vous faites partie de la nouvelle génération des spationautes. Alors comment vous la définiriez, cette nouvelle génération? Quelles sont les motivations des jeunes aujourd'hui qui se lancent dans l'aventure pour être spationautes? Et surtout, qu'est-ce que, avec votre expérience à vous, vous pensez que vous pouvez leur apporter? Bonjour, oui, c'est une bonne question. C'est vrai qu'on est la première génération d'astronautes qui n'étaient pas nés au moment de l'alunissage de Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Et ça, c'était pas arrivé avant. Moi, je suis né en 78, donc j'ai raté ça. Enfin, je l'ai vu évidemment à la télévision, mais pas en direct. Je pense que peut-être quelque part, ça nous a enlevé, je ne veux pas dire enlever un poids, c'est un peu un grand mot, mais qu'on n'a pas ça derrière nous, qu'on regarde en se disant « Ah bah tiens, ils ont fait ça, c'était vraiment super, est-ce qu'on va arriver à faire aussi bien ?» Nous, on regarde vraiment uniquement devant, on regarde vers le futur. Je pense que c'est une caractéristique de la nouvelle génération. On est là pour assurer les vols du présent vers la Station spatiale internationale, mais cette station, elle nous sert aussi à préparer le futur. Et le futur, clairement, on aimerait bien en faire partie, évidemment, sous l'égide de l'Agence spatiale européenne. Donc, c'est de dépasser un peu l'orbite basse terrestre, aller faire des vols d'exploration avec la capsule Orion, notamment, sur laquelle travaille l'ESA en coopération avec la NASA. Donc c'est un peu ça. Moi je trouve que cette génération, elle est tournée vers le futur. Elle est prête à répondre à tous les besoins qu'on aura en exploration spatiale. On espère qu'ils seront nombreux. Je me dis que c'est aussi une génération qui a à cœur de beaucoup communiquer sur le métier. Et ça, c'est pas une question de caractère, mais c'est peut-être plutôt une question de moyens. Nous, on vit à l'époque d'Internet. On a à cœur de partager cette expérience-là. Moi, je me rappelle toujours quand j'étais enfant, j'avais une certaine frustration parce que il y avait peu de choses à se mettre sous la dent. Quand on était fan de l'espace, il y avait de temps en temps la télévision, un magazine spécialisé une fois par mois, et puis c'était tout. Aujourd'hui, nous, on met des photos sur Twitter, on essaie de partager ça sur Facebook, Instagram, on essaie de tenir un blog. Alors, c'est pas toujours facile parce qu'évidemment, on a quand même les contraintes de l'entraînement qui font qu'on n'a pas tout le temps qu'on aimerait avoir pour ces activités-là. Mais néanmoins, on met tous un point d'honneur à partager cette expérience avec le plus grand nombre, et puis on espère que ça va intéresser les gens et qu'on va un peu les emmener avec nous. Donc je pense les deux caractéristiques, c'est vraiment ça. C'est tourner vers le futur et puis essayer de partager cette expérience avec le plus grand nombre. Mais à part ça, il n'y a pas tellement de différence. Il y a aussi des choses qui sont très similaires. On a des profils un peu d'explorateurs. Je retrouve ça dans les collègues un peu plus âgés, aussi bien que dans les gens de ma promotion, des gens techniques, des gens qui aiment un peu l'aventure. Donc beaucoup de points communs et puis ces deux petites différences, je dirais. Allez-y. Bonjour, Aurélien Romano, M6. Vous avez parlé de l'avenir. Alors justement, il y a l'expérience à laquelle a participé Cyprien Verseux, d'1 an dans une bulle sur un volcan qui vient de finir. C'était dans le but de faire des études pour Mars. Oui. Est-ce que Mars est un objectif pour vous, personnellement? Est-ce qu'une mission sur Mars aux horizons 2030 vous semble envisageable pour l'humanité et pour vous en particulier? Alors pour l'humanité, oui, c'est certain. Pour moi, ça va être une question de timing, mais je suis plus jeune de l'agence spatiale, des astronautes de l'agence spatiale européenne en ce moment, donc je suis plutôt pas, je suis pas le moins bien placé. Pour l'humanité, oui, c'est clairement une destination sur laquelle toutes les agences se sont mises d'accord, et ça c'est déjà bien. C'est difficile de faire travailler ensemble des agences spatiales qui n'ont pas les mêmes priorités, qui n'ont pas les mêmes histoires dans les 4 coins du monde. Donc au moins on est tous d'accord que Mars, c'est raisonnablement près de la Terre, c'est scientifiquement intéressant, c'est une belle destination pour l'exploration, et surtout on apprendrait énormément en allant sur Mars. Donc on envoie des missions robotiques, et ça c'est obligatoire. Encore une fois, l'exploration robotique, l'exploration habitée, ça va ensemble, ça ne s'oppose pas. Il faut arrêter de se dire que c'est une compétition entre les deux. Ce n'est pas une compétition, c'est une coopération vraiment à tous les niveaux. Donc oui, on a tous envie d'aller sur Mars, et on y travaille. Ce n'est pas juste des déclarations d'intention ou des grandes phrases, on y travaille. L'ESA, comme je l'ai dit la dernière fois, en partenariat avec la NASA, travaille une capsule pour emmener des astronautes vers Mars, c'est la capsule Orion.
Et puis on essaye de solutionner tous les problèmes techniques qu'on a pour arriver là-bas, une propulsion plus rapide, la rentrée atmosphérique dans Mars, comment poser toute une infrastructure sur Mars, donc des choses assez lourdes. Tout ça, on y travaille. Ensuite, pour moi, personnellement, si on dit 2030, moi en 2030 j'aurai la cinquantaine, donc oui, non, c'est bien, c'est l'âge un peu expérimenté, je pourrais être commandant de cette mission-là. Non, je ne sais pas, j'espère évidemment au fond de moi que moi j'aurai un rôle à jouer dans cette mission-là, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a tous un peu des âmes d'explorateurs, on a envie d'aller voir là où personne n'est jamais allé, c'est quand même ça qui est au fond qui est excitant. Mais si j'y vais pas personnellement, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on y aille, au nom de l'humanité en fait, et qu'on y aille au nom de l'Europe, au nom de la France, que nous on ait un rôle à jouer dans cette aventure-là, parce que ça va être l'aventure la plus intéressante des quelques dizaines d'années à venir, c'est certain. Bonjour, Marc Chomasi, le Parisien. J'aurais voulu revenir sur la préparation physique et mentale. Est-ce que vous pouvez expliquer pour le grand public en quoi ça consiste précisément de se préparer à une mission telle que celle-là? Oui, alors physique et mentale. Physiquement, il y a vraiment deux objectifs. Le premier, c'est de résister aux phases très dynamiques, donc les accélérations du décollage et de l'atterrissage. On est soumis au décollage, si tout va bien, jusqu'à 4G, donc c'est pas trop méchant. À l'atterrissage, c'est pareil, sauf si on rentre en mode un peu dégradé, s'il y a une panne et qu'on rentre en mode balistique. Donc là, on serait soumis à jusqu'à 8 à 9G, donc 8 à 9 fois l'accélération de la pesanteur. Donc on est vraiment écrasé sous son propre poids, des choses comme ça. Mais ça, on s'entraîne en centrifuge. Il y a des techniques pour bloquer sa respiration, ce genre de choses. Il faut être en forme physique, évidemment. Donc il y a ça. Ensuite, une mission de 6 mois dans l'espace, c'est pas facile pour le corps humain, on n'est pas fait pour ça, on n'est pas adapté à ça. On a évolué sur Terre, on est parfaitement adapté à notre environnement terrestre. Une fois qu'on se retrouve là-haut, c'est évidemment une autre paire de manches. Alors le corps s'adapte à sa manière, mais il y a beaucoup de muscles dont on ne se sert pas. Dans la station spatiale, on flotte, on peut déplacer des charges de 700 kg avec 2 doigts comme ça. On ne se sert pas du tout, ou presque pas, des muscles des jambes, des cuisses, des muscles du dos qui permettent de se tenir droit et de maintenir sa colonne vertébrale gainée comme ça. Tout ça, on ne s'en sert plus. Donc on les perd petit à petit. Et ça, évidemment, c'est pas une situation idéale en vue du retour sur Terre, parce qu'on ne pourrait pas se lever, on aurait des gros problèmes articulaires. Donc on fait du sport tous les jours pour combattre un peu cette perte musculaire, cette perte osseuse, parce que ça s'accompagne aussi, cette perte de sollicitation mécanique, physique, ça s'accompagne aussi d'une perte osseuse. Donc on fait 2 heures de sport dans la station spatiale par jour pour faire face à ça. Et puis évidemment, le principe très simple qui est attaché à tout ça, c'est que plus on est en forme en partant, même si on va perdre un peu, plus on est en forme en revenant. Donc on essaie d'être le plus en forme possible pour partir. Voilà, donc ça demande de faire au moins 5 heures de sport par semaine ici au sol. On fait beaucoup d'endurance, on court, vélo, rameur, ce genre de choses, on nage. Et puis salle de sport, renforcement musculaire, hein, les cuisses, les muscles du dos, les abdominaux, les muscles des épaules, etc. Donc ça, on passe beaucoup de temps en salle de sport, on a un programme spécifique pour ça. Peut-être la dernière chose sur la partie physique, c'est les sorties extravéhiculaires. Les sorties extravéhiculaires, c'est difficile. On est à l'intérieur d'un scaphandre qui est pressurisé, donc qui s'oppose à nos mouvements. Vraiment, ce que je raconte assez souvent, c'est que quand on veut fermer la main, dans le gant pressurisé, c'est comme écraser une balle de tennis. Donc on se prépare à ça aussi, on fait du renforcement musculaire du haut du corps pour pouvoir rester 6 heures dans le scaphandre, réaliser des opérations complexes, tout en se battant contre le scaphandre qui au final s'oppose à nos mouvements. Donc pour la partie physique, c'est ça représente depuis 2009, je ne sais pas combien d'heures passées à faire du sport, mais c'est pas grave parce que moi j'aimais ça de toute façon. On est tous quand même un peu sportifs évidemment pour en arriver là. Pour la partie mentale, c'est différent.
il y a des stresseurs, comme on dit, dans l'environnement spatial, donc juste des facteurs qui vont nous mettre en difficulté. Il y a de la promiscuité, on va être éloigné de sa famille, loin des siens, on perd un petit peu l'alternance jour-nuit, donc on peut être un peu désorienté par ça, ces rythmes circadiens sont changés, des choses comme ça. Donc ça, pour s'y préparer, on a aussi des programmes sur Terre, on est suivi par des psychologues. Évidemment, la sélection, on fait en sorte de sélectionner des candidats qui sont stables, sur lesquels on peut compter. Si on les enferme 6 mois dans une boîte de conserve avec des gens qu'ils n'ont pas choisis, ça va quand même bien se passer. Des joueurs d'équipe, des gens qui sont patients, qui savent communiquer. Et puis, on va se mettre dans des situations analogues. C'est comme ça qu'on s'entraîne. C'est pour ça qu'à l'ESA, on a le programme CAVES, où on s'isole en spéléologie, en fait coupé du monde extérieur dans une équipe internationale d'astronautes, comme ça sera le cas dans la station spatiale, et on a un programme d'exploration et un programme scientifique à réaliser dans un environnement qui ne nous est pas du tout familier. Donc ça, c'est vraiment pour répliquer cette situation qui est un peu unique dans le vol spatial, mais qu'on va retrouver quand même dans certains environnements extrêmes au sol. On a participé, quand je dis on, c'est moi et mes collègues de l'Agence spatiale européenne évidemment, on a participé à la mission de NIMO avec la NASA, donc on a vécu 9 jours sous l'eau dans un module immergé au large de la Floride en simulant une mission. Ce module, c'était un peu notre base de vie, notre vaisseau spatial, et puis on avait des sorties extravéhiculaires tous les jours en casque de scaphandrier sous l'eau, mais qui répliquent presque exactement les sorties qu'on pourrait réaliser en scaphandre dans l'espace. Donc on essaie de se préparer à tout ça. Tout le long de la mission, on est suivi, on a des conférences régulières avec un psychologue qui essaie d'évaluer un peu notre état général. Mais au final, la meilleure préparation psychologique, c'est de connaître ses partenaires. C'est les gens avec qui on va passer 6 mois, pas seulement au travail, mais aussi tous les jours. Je veux dire, c'est les gens qu'on verra tous les matins au petit déjeuner pendant 6 mois, qu'on verra tous les soirs au dîner pendant 6 mois et qu'on va croiser toute la journée. Donc il faut bien s'entendre, il faut se connaître le plus possible pour désamorcer tout ce qui pourrait se passer. C'est important de former une équipe cohérente. Moi, j'ai beaucoup de chance. Je pars avec des vétérans expérimentés, faciles à vivre, donc je sais que ça se passera très bien. Et puis dans la station spatiale, la chance qu'on a, enfin, pour finir sur le côté psychologique, c'est qu'on peut communiquer avec la famille. On peut envoyer des emails, on peut appeler avec le téléphone sur IP, un peu l'équivalent de Skype, mais sans la vidéo, et on peut appeler sa famille au final plusieurs fois par semaine, pas pour des heures et des heures évidemment, mais par petits créneaux de 5 minutes, on peut maintenir une certaine proximité, et ça aide évidemment à faire face à l'isolation et à l'éloignement. Thomas, bonjour. Gilles Davidovitch de la Société astronomique de France. Avez-vous déjà choisi vos effets personnels? On sait que tous les astronautes emmènent quelques souvenirs avec eux. Oui, bonjour. Oui, c'est une bonne question. Alors, ce qui m'a surpris, c'est que dans une mission spatiale, il y a énormément de choses qui se préparent bien à l'avance. Et en fait, mes effets personnels, il a fallu que j'en remette la plupart à la NASA, qui va s'occuper de les acheminer vers la station spatiale au mois de janvier dernier. Donc c'était quand même bien en amont de la mission. Il me reste une petite carte à jouer, parce que dans le Soyouz avec moi, donc il va vraiment décoller de Baïkonour et qui ne va pas me quitter, j'aurai un petit 1,5 kg d'effets personnels. Donc oui, j'ai rempli ça de souvenirs, pas pour moi, mais plutôt de choses que je vais ramener pour les gens. De choses un peu symboliques. J'ai emmené ma ceinture noire de judo, parce que le judo, ça m'a apporté beaucoup dans la vie, parce que je crois en les valeurs du judo, en les valeurs du sport en général, et puis la vie saine, on va dire, l'exercice physique. J'ai emmené des cadeaux, la montre de mon frère, qui est la même montre que les astronautes américains avaient sur les missions Apollo vers la Lune dans les années 70, qui date de l'année de sa naissance. Puis j'ai amené des petits symboles, des livres, des choses que je vais ramener, des cadeaux. J'ai évidemment emmené des patchs de la mission. J'ai fait faire des petites pièces, souvenirs qui sont numérotées, que je vais pouvoir donner aux gens qui ont joué un rôle dans cette mission. Parce que moi, c'est pas tellement important que je ramène des choses de là-haut, parce que moi, j'aurai des images plein les yeux, plein la tête, qui vont me rester pendant longtemps, j'imagine.
mais j'essaie de me servir de cette possibilité-là pour faire des petits clins d'œil une fois que je serai là-haut, pour faire des petits cadeaux quand je redescends. Mais évidemment, je ne peux pas tout vous dire parce que sinon ça va gâcher pas mal de surprises. Bonjour Thomas, Marc Hervez, Magazine Society. De tous les enseignements et entraînements intensifs que vous avez reçus, lequel fut le plus pénible à ingurgiter ou à effectuer et pourquoi? Est-ce que c'est l'apprentissage du russe? Est-ce que c'est le stage de survie dans le froid? Et pourquoi? Ou autre? Oui, c'est une bonne question. Vous avez presque déjà donné la réponse. Le stage de survie dans le froid ou d'autres stages de survie qu'on a fait, ce qui est assez drôle, c'est que la mémoire, ça doit être sélectif, parce que sur le moment, tout n'était pas spécialement rose, hein, ça je vous le garantis. On avait faim, on avait froid, on n'arrivait pas à dormir la nuit. Je me rappelle, on se relevait, puis on prenait des pierres qui avaient été près du feu, et puis on serrait les pierres comme ça pour essayer d'avoir un petit peu de chaleur en attendant que le soleil pointe le bout de son nez pour se réchauffer un petit peu. Donc c'était pas forcément drôle, mais ce qui nous en reste, enfin du moins moi ce qui m'en reste, c'est tous les bons souvenirs en fait, c'est toutes les fois où on a ri, où il y a eu des moments de franche camaraderie, où on a appris des choses. C'est pas que je suis complètement béat ou naïf, mais c'est vraiment ces choses-là qui restent en mémoire, donc j'ai du mal à considérer ça comme un vrai mauvais souvenir en fait, parce qu'on a appris énormément, parce que quand on en reparle, parfois avec les collègues, on se rend compte des fois où il y a des choses vraiment drôles qui se passaient, parce que l'humour évidemment ça aide à faire passer ces moments-là. Le russe, oui, ça n'a pas toujours été très drôle non plus. Le russe, c'est une situation un peu différente. On a passé vraiment des heures et des heures et des heures et des heures à apprendre ces déclinaisons. Et là, c'est plutôt des choses tout seul à sa table où il n'y a rien de fun ni de glamour. Je veux dire, c'est pas des choses qui passent à la télévision quand on parle d'entraînement d'astronaute. On ne voit pas un gars en train de répéter ses déclinaisons dans sa petite chambre d'étudiant le soir à l'Institut de langue étrangère appliquée. Mais pourtant, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qui nous a occupés pendant 3 mois entiers de l'entraînement initial, c'est-à-dire c'était peut-être la plus grosse partie de tout l'entraînement initial. Je pense que c'était peut-être ça le plus difficile en soi pour des gens qui, comme nous, ne sont pas spécialement versés dans les langues étrangères. On est plutôt des gens techniques, des pilotes, des ingénieurs, des médecins, des scientifiques. Donc ça, c'était difficile. Après, je pense que la particularité du métier d'astronaute, c'est qu'il faut faire beaucoup de choses différentes. Et c'est plutôt là que réside la difficulté pour moi. C'est pas qu'il faut être extrêmement pointu dans un domaine. On a tous des parcours scientifiques, mais il n'y a aucun d'entre nous qui est prix Nobel. On parle tous un peu les langues étrangères, mais il n'y en a aucun de nous qui a vraiment des diplômes de haut niveau dans les langues étrangères. On fait tous beaucoup de sport, mais il n'y a personne qui est athlète de haut niveau. C'est plutôt tout faire à la fois qui est difficile. C'est-à-dire que dans la même journée, il va falloir faire des langues étrangères, travailler sur des expériences scientifiques assez pointues, faire 2 heures de sport. Et puis, à la suite de tout ça, faire face, par exemple, à une classe de CM2 avec beaucoup de questions auxquelles parfois c'est difficile de répondre. Donc tout ça, ça fait partie de la panoplie de l'astronaute, ou du moins de ce qu'on nous demande de faire tous les jours. Donc pour moi, la difficulté majeure du métier, c'est pas dans une chose extrêmement pointue, c'est dans la capacité à tout faire à la fois avec un niveau, on va dire, suffisant. Prochaine question ici devant, allez-y. Allez-y. Bonjour Thomas, Pauline Leroy des journaux pour enfants, Le Petit Quotidien, Mon Quotidien, L'Actu. En novembre, vous aviez estimé en pourcentage l'état de vos entraînements. Là, on est donc beaucoup plus loin. Sur quel domaine vous n'êtes pas encore à 100%, à 2 mois du départ? Sur quel domaine allez-vous le plus travailler dans les semaines à venir? C'est une très bonne question. Bonjour Pauline. Sur quel domaine je ne suis pas à 100%? Dans tous les domaines, je ne suis pas à 100%. Sur lesquels je vais devoir travailler le plus, il y a
Là, je suis dans une phase un peu spéciale. Là, c'est mon dernier passage à la NASA à Houston pour encore 2 semaines. Ensuite, je reviens en Europe et je ne reviendrai plus à la NASA. Donc, tout ce que je fais en ce moment, c'est un peu la dernière séance, la dernière session, le dernier entraînement de robotique, le dernier entraînement dans la piscine, le dernier entraînement de ci ou de ça. Donc c'est un peu spécial parce que c'est une route tellement long cours qu'on se dit toujours que des entraînements il y en aura d'autres et de toute façon on est loin de la fin, mais là on commence vraiment à voir arriver la fin. Donc on va finir un petit peu tout ça. Là on a beaucoup de briefings qui commencent à nous dire voilà ce qu'il en est des réserves à bord de la station, des choses un peu plus concrètes où l'information est valable que quand on est proche du décollage. On va finir tout ça et ensuite vraiment ce qui nous reste, c'est je vais avoir 2 semaines à l'EAC, au Centre des astronautes européens à Cologne, en Allemagne, qui est notre base, qui est là où on a été basé depuis 2009, depuis la sélection. C'est là qu'on se trouve quand on ne voyage pas, ce qui est quand même pas si souvent, mais quand même. Et là, on va travailler beaucoup sur le programme scientifique. On a un programme scientifique européen qui est évidemment très développé et il va falloir faire beaucoup, notamment de mesures avant le vol. Le principe, il est simple. On fait pour toute la recherche humaine, donc la recherche où on est les cobayes, c'est mesure avant le vol, mesure pendant le vol, mesure après le vol. Pour faire très simple. Donc toutes ces mesures avant le vol, il y en a certaines qu'on a commencé, mais il y en a aussi pas mal qu'il va falloir faire dans ces 2 semaines qui viennent au Centre européen. Donc on va dire, on va se concentrer vraiment sur le programme scientifique et les expériences scientifiques. Ça, c'est une chose qu'on n'a pas fini de faire. Et ensuite, on va retourner à Moscou pour faire la dernière session d'examens finaux. En fait, on est validé, évidemment, il faut avoir le niveau pour aller dans l'espace. Donc on va se mettre au simulateur, à la centrifuge, comme je l'ai fait en tant que doublure il y a quelques mois. Et là, on va le refaire en tant qu'équipage principal. C'est assez spécial parce que c'est quasiment le même programme, c'est pas les mêmes pannes, mais on sait à l'avance comment ça va se dérouler. Par contre, on va essayer d'avoir une meilleure note que quand on était doublure. Donc c'est ça qui va rester à faire. On va dire, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je suis vraiment à 95% maintenant, à part le programme scientifique où c'est un peu moins du fait de la nature des activités qui implique de faire beaucoup de mesures avant le vol et juste avant le vol, donc on attend le dernier moment. Et puis ensuite, répétition générale avant le décollage, pour de vrai, pas au simulateur cette fois. Bonjour, Jean-Christophe Battériard pour France Télévisions. S'il y a une journée type à bord de la station, est-ce que vous pouvez nous en décrire les 24 heures? Oui, il y a une journée type. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à bord de la station, on a un emploi du temps assez régulier. Au final, c'est beaucoup plus, ces 6 mois de vie dans la station vont être beaucoup plus réguliers que les 3 ans d'entraînement qui les ont précédés, où là, on est vraiment sur les 4 coins du monde, un peu jamais sur les mêmes fuseaux horaires. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais dans la station, en fait, ça se passe à peu près toujours de la même manière. On est réveillé assez tôt, vers 6h, 6h30. Ensuite, on a une petite heure de temps pour soi, pour se préparer, pour prendre son petit déjeuner, qu'on n'est pas obligé de prendre ensemble. Les gens le prennent ensemble s'ils veulent, sinon ils le prennent de leur côté, pour, j'allais dire prendre sa douche, mais évidemment il n'y a pas de douche dans la station spatiale. On va dire faire sa toilette avec des lingettes, voilà, faire tout ce qu'on a à faire, lire un petit peu le plan de la journée, on en a déjà eu une idée la veille, mais pendant la nuit, le centre de contrôle, lui, va travailler, va nous envoyer des informations. Et comme ça, la première chose qu'on fait en se levant, c'est prendre connaissance de tout ça et puis se préparer. Parfois, on va même déjà préparer notre matériel, aller chercher des outils spéciaux dont on sait qu'on aura besoin plus tard, etc. Ensuite, la journée commence vraiment avec une conférence audio, on va dire, entre tous les différents centres de contrôle sur Terre, donc à la NASA, à Moscou. Pour nous, en Europe, ça se trouve à Munich, enfin près de Munich. Centre de contrôle du module Columbus, module européen de la station spatiale, et au Japon. Donc tous ces gens-là se donnent rendez-vous, on se dit bonjour, et puis on discute le plan de la journée, les réponses, les questions de la veille, et puis si tout va bien, il n'y a pas grand-chose à dire. S'il y a des choses un peu à préciser, ça peut prendre 15, 20, 25 minutes. Et ensuite, chacun part de son côté et les astronautes vont mettre en œuvre le plan de la journée. Le plan de la journée, on peut le suivre, nous, sur des ordinateurs portables à bord. On a toutes les activités une par une, chacun a son emploi du temps. C'est vraiment contrôlé à la minute près.
Et puis on va aller comme ça sur une journée normale, faire à peu près 50% du temps, ça va être de la recherche. On va travailler sur des expériences, notamment dans le laboratoire Columbus où on fait toutes les expériences de physiologie. Moi je sais que je vais y passer beaucoup de temps. Mais il y a d'autres installations évidemment dans la station spatiale, hein, pour la science des matériaux, pour les sciences physiques, la mécanique des fluides, des choses comme ça. À peu près 50% du temps, donc, on va travailler sur des expériences. Le midi, petit break où on ne mange pas forcément ensemble, chacun attrape l'équivalent spatial d'un sandwich et puis retourne au travail. Et puis l'après-midi, on va dire, alors le matin, l'après-midi, ça peut changer évidemment, mais 50% du temps, ça va être logistique ou maintenance. On va aller tester par exemple le circuit d'eau, réparer quelque chose qui est en panne, transférer du cargo qui vient d'arriver et qu'on doit mettre à un endroit différent dans la station pour le stockage. Voilà, donc il y a énormément de logistique et de maintenance à faire dans la station spatiale. Le soir, on va finir par 2 heures de sport, 2 heures, 2 heures et demie de sport, et ça va consister d'abord en la partie cardio. Donc on a un tapis roulant, on a 2 tapis roulants, un côté russe, un côté USOS, c'est-à-dire américain occidental. On a un vélo d'appartement et puis on a une machine ensuite de musculation sur laquelle on passe tous les jours. Donc on va finir la journée comme ça. Vers 19h, 18h30, 19h, on a encore une conférence avec tous les centres de contrôle pour clôturer la journée. Et puis ensuite, c'est a priori le temps libre pour les astronautes. Et ça, chacun l'occupe un peu comme il veut. Moi, j'ai déjà ma petite idée, mais les gens regardent beaucoup par la fenêtre, par la cupola, qui est notre fenêtre d'observation sur la Terre, prennent énormément de photos. On peut appeler sa famille, on peut écrire son journal de bord, on peut regarder un film dans la station si on a envie, il y a des DVD. Donc voilà, et puis le lendemain, ça va recommencer comme ça. Ça, c'est la journée vraiment type. Après, il peut y avoir des événements qui vont un peu chambouler ce petit programme bien minuté. Ces événements-là, c'est une sortie extravéhiculaire, ça se prépare très longtemps à l'avance. Et puis le jour de la sortie, évidemment, on va passer 6 heures dehors, donc on commence très tôt le matin et puis la journée entière est consacrée à ça. Des opérations de robotique à l'extérieur de la station, on va manipuler le bras robotique. Des arrimages de véhicules, où là c'est la même chose, les véhicules viennent se mettre en vol stationnaire sous la station, les astronautes les attrapent avec le bras robotique. Ça peut arriver malheureusement au milieu de la nuit, donc on va décaler notre temps de sommeil, on va travailler le week-end. Bon, voilà. Mais globalement, c'est un emploi du temps très très stable, orchestré par ce rythme toujours régulier des journées, et puis de temps en temps, une petite chose un peu exceptionnelle comme ça qui vient bouleverser notre routine spatiale. Bonjour Thomas, Marc Beignet, ImageDoc. Vous allez fêter votre anniversaire dans l'espace. Est-ce que vous avez prévu quelque chose Oui, effectivement, je vais fêter. Vous partez avec quelque chose que par exemple vos parents vous auraient confié? Non, pas vraiment. Alors, mais par contre, je me demande s'il y a une possibilité pour la famille d'envoyer 2 ou 3 fois pendant la mission, en fonction du calendrier des véhicules ravitailleurs, d'envoyer des petits paquets comme ça, des petits colis. Donc je me dis que, bon, sans déflorer la surprise, je me dis qu'il y aura sûrement un petit quelque chose pour mon anniversaire, ou du moins s'il n'y en a pas, je serai déçu. Mais moi, j'ai rien emmené pour moi. Par contre, ce sera aussi l'anniversaire de Peggy Whitson, qui sera la commandante de la station, donc qui part avec nous depuis Baïkonour. Et elle, son anniversaire, c'est le 9 février. Donc par contre, j'ai prévu évidemment un cadeau pour mon commandant de station spatiale. Ça ne se ferait pas d'oublier. Et puis on fera une petite fête, c'est un bien grand mot, mais on essaiera de cuisiner un petit quelque chose. Ouais, cuisiner, c'est aussi encore un bien grand mot parce qu'on n'a pas tellement de possibilités là-haut. Mais oui, on essaiera de marquer le coup, évidemment, de dîner tous ensemble. Et puis j'imagine que chacun, que je ne suis pas le seul, évidemment, à avoir pensé à ça. Donc chacun aura prévu un petit cadeau. Et puis voilà, ça fait partie de la vie de tous les jours. Parce que la station, c'est un lieu de travail.
mais c'est aussi un lieu de vie, c'est un lieu qu'on habite, c'est un lieu qu'on s'approprie pendant 6 mois. Donc c'est important aussi d'avoir cet aspect un peu social de la vie de tous les jours, parce que sinon on devient fou, évidemment, si on travaille 24 heures sur 24 en vivant dans cette bulle technologique. Bon, de temps en temps, il faut prendre un peu de recul et puis revenir à la vie normale, j'ai envie de dire. Donc oui, il y aura ça, il y aura aussi Noël, il y aura aussi le jour de l'an. Donc on s'est réparti les repas de fête. Hein. Moi, je sais que je suis en charge du repas du jour de l'an, donc au travers de la nourriture qu'on a développée avec l'ESA et avec le CNES, on a la chance d'avoir 2 chefs, on a Alain Ducasse, on a Thierry Marx qui ont développé des plats pour nous. Donc je sais que moi, j'ai puisé dans cette source-là pour préparer, ou du moins pour prévoir le repas du jour de l'an. Je sais que Peggy est en charge du repas de Noël. Voilà, donc on a déjà prévu de se recréer une petite famille, en fait, là-haut. C'est un peu bête à dire, mais c'est comme ça que ça marche. On sera pendant 6 mois une espèce de petite famille en autonomie au-dessus de la Terre. Ça, c'est drôle. Bonjour, Nicolas de la salle de Télérama. 3 petites questions. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre saxophone? Est-ce que vous l'emmenez ou pas? Deuxièmement, est-ce que vous avez fait une procuration pour voter pour les présidentielles? Et troisièmement, on a beaucoup parlé d'expérience scientifique. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'expérience culturelle que vous allez mener au télescope intérieur? Oui. Oui, bien sûr. Alors, 3 bonnes questions. Okay, si j'oublie de répondre à une des 3, vous me la rappelez. Le saxophone, on est... peut-être que Jules Grandcir, qui est là avec vous, il pourra vous en dire plus, parce qu'on a beaucoup parlé avec lui récemment et on essaye d'emmener un modèle le plus léger possible dans la station spatiale. Encore une fois, pour avoir autre chose à faire que du travail. C'est pas que j'aime pas travailler, j'aime beaucoup travailler, mais j'ai tendance justement un petit peu trop travailler. Et puis sur une mission de longue durée, on ne peut pas travailler 24/24. Les astronautes ont essayé au début, et puis ça s'est mal passé, parce qu'au bout d'un mois et demi, si on dort pas ou si on fait rien d'autre que travailler, il faut savoir faire un petit peu un break. Donc ce saxophone, il a des bonnes chances de partir. C'est pas encore complètement décidé, mais j'espère, oui, parce que comme ça le dimanche ça me fera une activité en plus que faire des photos, regarder des films, et écrire un journal de bord, ou appeler ma famille, parce qu'au final il n'y a quand même pas énormément de variantes dans la station spatiale, mais je pense que la musique ça ajouterait un petit plus. Ça me permet de rebondir sur votre 3e question, qui est celle du télescope intérieur. Moi, j'aime bien cette activité-là. Moi, j'ai rien d'un artiste. On est malheureusement pas des artistes de formation. Certains d'entre nous ont une sensibilité artistique. Il y a des musiciens, il y a des gens qui aiment écrire, qui aiment lire. Il y a des gens qui se lancent, il y a des astronautes qui se sont lancés dans l'art après leur carrière aux États-Unis. Mais c'est quand même pas la norme. Donc moi j'aime bien ouvrir la porte aussi à des profils qui ne sont pas uniquement techniques, uniquement scientifiques ou voire militaires, parce que on dit toujours de manière un peu pompeuse que voilà, on est les ambassadeurs de l'humanité dans l'espace, et puis on va aller poser le pied là où personne ne l'a jamais posé, mais ça c'est très bien, mais si on veut faire ça, il faut, moi je trouve, être un peu représentatif de tout le monde. Donc c'est important qu'on ait 50% de femmes, 50% d'hommes, entre autres. C'est important qu'on représente aussi des gens qui n'ont pas d'affinité avec la technique, avec les sciences, parce qu'il faut tout pour faire un monde, et puis parce que ces gens-là sont importants. Donc moi, je vais trouver un peu de temps dans l'emploi du temps le dimanche pour participer à cette performance. C'est peut-être un bien grand mot, mais sous l'égide du CNES, on a décidé de coopérer avec un artiste, et puis d'avoir une œuvre qui serait pensée pour l'impesanteur, en fait, quelque chose qui existerait uniquement en impesanteur. Parce que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on emmène dans la station spatiale des choses qui ont été développées sur Terre ou qui sont pensées pour la Terre et qui sont adaptées à l'impesanteur. Mais l'environnement spatial nous offre des possibilités avec lesquelles on n'a pas l'habitude de réfléchir sur Terre. Et ça, c'est le cas de cette œuvre-là. Elle peut exister, cette œuvre-là, qu'en impesanteur. Alors, encore une fois, je veux pas tout raconter non plus, parce qu'il faut en garder un peu pour le jour où vraiment on passera à l'action, j'ai envie de dire. Mais dans d'autres domaines, c'est pareil. Moi, j'ai réfléchi à des jeux ou des sports qui seraient possibles qu'en utilisant ces 3 dimensions. Et puis le fait que les choses flottent.
on réfléchit pas comme ça sur Terre. Si c'est un jeu de billard sur Terre ou un jeu de, je sais pas, n'importe quoi, c'est penser vraiment avec la gravité, parce que c'est le seul paramètre qui a toujours été présent depuis la nuit des temps sur Terre. Tout le reste, ça change. La température, la pression, les compositions gazeuses, l'éclairage, tout ça, ça change. La gravité, ça ne change pas et ça n'a jamais changé. C'est d'ailleurs pour ça que c'est intéressant d'aller dans la station spatiale, parce que ça permet de s'affranchir de ce paramètre qui est le paramètre le plus constant sur Terre. Et là, je reparle un peu d'expérience scientifique, mais qui masque beaucoup d'autres choses. Donc ça, c'est le fondement de notre démarche scientifique. Mais je trouve que c'est intéressant d'utiliser ça aussi comme fondement d'une démarche un peu artistique. C'est un premier pas, c'est pas grand-chose, mais plus on va dans l'espace, plus on va y rester longtemps, plus la porte va s'ouvrir, je pense, à ce genre de démarche, et puis peut-être à des profils qui seront moins scientifiques, moins techniques, et un peu plus peut-être des journalistes un jour. Qui sait, il va falloir la raconter, cette histoire de l'exploration spatiale. Donc pourquoi pas un envoyé spécial dans une mission d'exploration, je ne sais pas, peut-être c'est quelque chose d'envisageable un jour. Et je crois que je n'ai pas répondu à votre deuxième question, que j'ai oubliée d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup trop parlé. Procuration pour le vote. Ah, la procuration pour le vote, merci. Oui, alors je suis en dialogue avec... Est-ce que vous avez fait procuration pour les présidentielles? Oui, je suis en dialogue avec le consulat de France à Francfort, donc on va s'occuper de ça. En fait, en fonction de la date de retour, je pourrais être revenu à temps pour voter, mais je pense que c'est quand même important de faire une procuration, parce que ces choses-là, les dates de retour, les dates de décollage, parfois ça change, parfois à la dernière minute. Donc oui, je ne l'ai pas fait, mais c'est au programme de mes 2 semaines, à Cologne qui viennent à la fin du mois de septembre. C'est important. D'ailleurs, on parlera de ça. Je pense qu'on se servira de mon exemple pour dire, voilà, c'est pas parce que vous êtes parti en week-end à l'île de Ré qu'il ne faut pas faire son devoir de citoyen, parce que regardez, il y a des gars qui partent quand même dans la station spatiale et puis qui ont quand même pensé. Non, je pense que c'est important. Je pense que encore une fois, pour rebondir sur des choses peut-être un peu plus larges, mais les messages qui sont importants, moi je pense, faut se servir de cette mission spatiale pour essayer de faire passer des messages positifs. Si ça intéresse les gens et si les gens regardent, tant mieux, mais du coup autant leur dire des choses qui moi me tiennent à cœur, et puis ça en fait partie. Je pense qu'on a la chance d'avoir la possibilité de donner notre opinion sur tout dans nos sociétés. Il ne faut pas s'en priver. Bonjour Thomas, donc moi je suis Mathieu Rocher pour le journal Le Mickey. En mer, les marins ne prononcent pas certains mots comme corde ou lapin. Je voulais savoir si les spationautes avaient également des superstitions, et plus globalement, est-ce qu'il y a des interdits pour maintenir une bonne vie à bord? Ah oui, bonjour, c'est une bonne question. Écoute, j'ai pas entendu, très honnêtement, j'ai pas entendu parler d'interdits comme ça pour l'instant. Après, il y a peut-être des choses qu'on ne m'a pas dites et qui sont dévoilées qu'une fois arrivé à bord. Non, côté européen, j'ai pas l'impression qu'on ait ce genre de superstition. On fait des vols habités depuis à peine 50 ans, hein, donc c'est pas très vieux. Les gens ont l'impression que c'est vrai qu'à l'échelle d'une vie humaine, ça fait longtemps, mais par rapport à la navigation en bateau, enfin, je veux dire, c'est un laps de temps ridicule. On est encore au début des vols habités, et puis la tradition, elle s'est créée sur certaines choses, mais elle va continuer à se créer sur d'autres éléments. Je sais que côté russe, nos collègues russes sont de manière générale très superstitieux. Donc il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas dire ou qu'il ne faut pas faire. Je sais que le dernier voyage à Baïkonour avant le décollage, il ne faut justement jamais dire que quelque chose c'est le dernier. Quand on dit oui, c'est mon dernier petit déjeuner, non, il y a un adjectif en russe qui veut dire c'est le dernier pour l'instant. Donc on est vraiment obligé d'utiliser cet adjectif dernier pour l'instant. Il y a plein de choses comme ça qu'il ne faut pas faire, mais c'est vrai que nous de notre côté, on n'a pas de, en plus moi je ne suis pas superstitieux par nature, mais on n'a pas, ou du moins j'ai pas connaissance de superstition comme ça. Écoute, j'essaierai de me renseigner. Côté russe, il y en a beaucoup, mais côté européen, américain, j'en ai pas connaissance. Bonjour, Thomas Dubois pour le quotidien Paris-Normandie. Vous nous aviez déclaré il y a quelques mois que
que vous n'aviez pas vraiment de héros hormis votre père. Je voulais savoir dans quelle mesure votre environnement familial avait joué aujourd'hui dans votre vocation, dans votre métier. Oui, cette déclaration, je la maintiens. Évidemment, je regardais des choses à la télévision, mais tout ça, c'était très très loin. Donc je ne m'identifiais pas vraiment à ça, parce que c'était trop loin pour moi. C'était vraiment du domaine de... c'est comme regarder un dessin animé, des choses qui n'existent pas vraiment, qui sont dans un autre monde. Alors que oui, les choses autour de moi, ça je les voyais, je pouvais m'identifier à tout ça. Mon enfance, ma famille, ça a été extrêmement important pour moi. En fait, je m'en rends compte de plus en plus, mais j'ai l'impression de m'en rendre compte depuis assez peu de temps, ce qui est un peu dommage, parce que j'ai eu une enfance extrêmement stable, avec des parents qui se sont énormément occupés de mon frère et moi, qui ont essayé de nous faire découvrir plein de choses, de nous faire de la musique, alors que moi je ne voulais pas, un peu comme tous les enfants, je trouvais ça un peu ennuyeux, je ne voulais pas faire de la musique, je voulais aller à la piscine, on a été forcés de le faire entre guillemets, et puis finalement c'est une des meilleures choses qui me soit arrivée, faire du sport, plein de sports différents, les langues étrangères, ils nous ont encouragés à voyager et puis aller voir un peu ailleurs comment ça se passait, donc ouais, je leur dois beaucoup à mes parents et c'est pas des mots en l'air, je m'en rends compte maintenant, je m'en rendais pas forcément compte à l'époque parce que quand on est jeune c'est comme ça, mais oui ils m'ont donné, je dis souvent ils m'ont donné des racines et des ailes, c'est ça qui est important, moi je trouve, il faut avoir une stabilité, soit un endroit géographique ou des gens, des activités, des choses comme ça qui vous donnent un peu un socle, quelque chose de stable sur lequel revenir quand tout le reste est un peu difficile à contrôler. Donc moi mes racines je les ai clairement du côté de la Normandie et avec ce que m'ont donné mes parents. Et la stabilité de ma jeunesse, et puis ensuite des ailes, une fois qu'on a ça, il faut aller voir ailleurs, parce que c'est important, il faut se confronter à la nouveauté, il faut découvrir, il faut apprendre, il ne faut pas rester toute sa vie au même endroit avec ses certitudes, parce que ça ne marche pas. Ça marchait peut-être avant, mais ça ne marche plus maintenant, pas dans le monde dans lequel on est, où tout change très vite, où on est confronté à plein d'opinions qui ne sont pas forcément toutes plaisantes ou qui ne vont pas forcément toutes dans le même sens. Donc c'est important aussi de faire cette expérience-là. Moi, je peux que remercier mes parents pour m'avoir donné tout ça, des racines en Normandie et puis des ailes qui aujourd'hui m'emmènent vers la station spatiale. C'est quand même pas mal. Sophie Becherel de France Inter, est-ce que vous avez beaucoup discuté avec vos prédécesseurs? Est-ce qu'il y a des choses qu'ils vous ont dites, qui vous ont étonné? Est-ce que de ce fait-là, vous pensez encore avoir gardé un effet de surprise ou au moins d'émerveillement? Parce qu'il y en a eu beaucoup avant vous. Oui. Alors moi, je serais le 10e Français à aller dans l'espace. Et j'ai eu la chance de rencontrer les 9 autres plusieurs fois, alors certains plus que d'autres, parce qu'il y en a encore 3 qui travaillent à l'Agence spatiale européenne. Il y en avait 4 avec Michel Tonini, donc il y a Jean-François Clairvoy, Claudie Aigneret, Léopold Eyarts, qui travaillent dans le sein de l'Agence spatiale européenne, que je rencontre régulièrement. Michel Tonini qui était le chef du centre des astronautes au moment où j'ai commencé, et puis tous les autres je les rencontre de temps en temps dans un contexte un peu plus social. Je leur pose des questions et puis parfois ils me racontent un peu des anecdotes de leur vol, de comment ça s'est passé, donc ça me fait toujours un peu bizarre de me retrouver à côté de ces gens-là que moi je voyais à la télé, mais bon, la vie c'est comme ça. Parfois j'entends parler d'eux en bien, je vous rassure tous, mais en Russie on me parle encore, ah oui Thomas tu es français, mais oui je me rappelle Claudie, je me rappelle Jean-Pierre, je me rappelle Léo, tous ces gens-là, et puis ils en disent que du bien, donc ça veut dire que moi je les remercie parce que je marche dans leurs pas, donc ils ont parfois défriché un peu un chemin pas tellement facile, et moi j'ai qu'à suivre un petit peu tout ça. Non, est-ce qu'il y a un sens d'émerveillement encore? Oui, parce que tout ça, encore une fois, c'est les choses dont on parle, c'est les choses dont on voit dans les livres, c'est les choses qu'on voit dans les livres, c'est les choses que je vois au simulateur, mais j'y suis pas allé en vrai, et ça fait quand même une grosse différence. Donc je suis, j'imagine, une des personnes maintenant qui sait le plus de choses sur ce que c'est d'être astronaute, mais j'y suis pas allé. Donc je peux en parler de manière théorique, mais ça, aller dans l'espace, c'est quelque chose qui se ressent. Je pense que flotter comme ça dans la station, voir la Terre de haut et puis
se rendre compte de la fragilité de tout ça, de la beauté de la Terre, ça se ressent, c'est pas une expérience intellectuelle, c'est une expérience vraiment sentimentale. Donc le côté intellectuel, on peut l'avoir autant qu'on veut. Tant qu'on n'a pas l'expérience vraiment physique, sentimentale d'être dans la station, ça ne marche pas. Donc oui, moi je sais que je serais émerveillé en arrivant parce que j'ai vu mes collègues, des gars qui sont comme moi, des gars avec qui on s'est entraîné depuis le début, depuis 2009, qui en arrivant dans la station avaient les larmes aux yeux parce que c'était le rêve d'une vie, parce que c'était énormément de travail qui arrivait enfin à une espèce d'aboutissement ce jour-là, parce que c'était vraiment trop beau de voir la Terre comme ça vue du haut. Donc non, ce côté-là, c'est sûr que je l'aurai, j'en suis certain. Après, est-ce qu'il y a des choses qui m'ont dit oui, une chose qu'on m'a dit au début, donc un astronaute expérimenté m'a dit ah, mais Thomas, tu sais, tu as de la chance parce que c'est mieux d'avoir son vol dans l'espace devant soi que derrière soi. Et ce qui à l'époque, je trouvais aberrant parce que nous, on voulait tous aller dans l'espace et c'est pour ça qu'on était là. Et cette attente avant d'aller dans l'espace qui dure des années, on trouvait ça insupportable. Et puis ça paraissait bien trop loin dans l'avenir. Donc d'avoir son vol devant soi, ça paraissait pas une bonne situation, tout simplement. On avait l'impression, on voulait l'avoir derrière soi, ce vol, on voulait l'avoir fait. Et puis en fait, au fur et à mesure que je me rapproche, je me dis que non, en fait, en ce moment, déjà, la situation dans laquelle je suis, elle est formidable. S'entraîner pour un vol spatial, c'est sans doute la deuxième meilleure chose sur Terre après le vol spatial lui-même. Et donc, je sais qu'après le vol, j'aurais envie de revenir dans cette situation-là et puis d'avoir un but devant soi comme ça aussi énorme, qui canalise toute son énergie. Au final, c'est une situation agréable. Le pire dans la vie, c'est de ne pas avoir de but ou de ne pas avoir de challenge comme ça en ligne de mire. Donc moi j'essaie toujours de m'en donner un, je suis sûr qu'il y en aura un après la mission, mais je sais que voilà, c'était quelque chose que j'avais pas cru quand on me l'avait dit au début, et puis plus je me rapproche du vol, et je suis sûr à plus forte raison après le vol, je me rendrai compte que comme la plupart des choses que disent les gens expérimentés, souvent c'est vrai, il faut leur faire confiance. Il nous reste 3 petites minutes, Thomas, pour une dernière question. Allez-y. Bonjour Thomas, Juliette Demet du Journal du Dimanche. Quand je vous avais interviewé, vous m'aviez raconté que votre credo, ce qui avait un peu guidé votre vie, c'était je fais de mon mieux et si ça rate, c'est pas grave, j'aurais fait de mon mieux. Ouais. Là, si ça rate, ça peut être un peu dangereux. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous allez penser au moment de monter dans la fusée? Est-ce que cette pensée de peut-être que je reviendrai jamais ici, ça peut vous traverser? Ok, pas très léger comme dernière question. Oui, voilà. on va finir sur une note un peu dramatique. Alors, non, mais c'est une bonne question. Oui, c'est vrai que moi, c'est comme ça que j'essaie d'aborder beaucoup d'activités. Quand on fait quelque chose de nouveau, on ne sait pas si on va savoir bien le faire, si on va être bon, si on ne va pas être bon, si on va réussir, si on ne va pas réussir, on ne sait pas. Mais du moment qu'on fait de son mieux, la plupart du temps, ça se passe bien. Et puis si jamais ça ne se passe pas bien, on n'a rien à se reprocher. Ça, c'est important. Je pense que l'attitude dans le programme spatial, qui est un programme immense, vous l'avez tous compris, il y a des gens partout dans le monde qui travaillent à ça pour envoyer 6 gars dans l'espace, où on est vraiment la pointe de l'épée, la pointe de la lance, mais c'est vraiment une énorme lance qui est répartie un peu partout sur Terre. Donc l'attitude qu'on peut avoir, il ne faut pas se mettre la pression, mais il faut dire ça ne ratera pas à cause de moi. Ça peut rater, évidemment, tout peut rater, et puis personne n'est parfait, et surtout un programme aussi complexe, parfois il y a des choses qui tombent en panne, parfois, mais ça ne ratera pas à cause de moi. Je pense que si tout le monde fait ça, au final on a une chance quasi sûre que ça réussisse. Voilà, après au moment du décollage, oui, au moment du décollage, je penserai qu'il y aura ma famille qui sera là, qui sera à Baïkonour, qui sera venue voir ça en direct, évidemment, parce que c'est important pour moi qu'ils soient là. Donc j'aurai une pensée pour eux, et puis oui, on serrera un peu les fesses, hein, excusez-moi passez-moi l'expression, mais c'est pas anodin de s'asseoir comme ça sur une fusée de 50 mètres qui est une espèce de bombe sur laquelle vous êtes attaché en plus. C'est pas vraiment que vous asseyez dessus, c'est vraiment qu'on vous attache à la fusée. Voilà, donc je pense qu'on y réfléchit un petit peu, mais très rapidement, on se remet dans le contexte, et puis on a des actions
on a des choses à mener, on a des procédures à réaliser qui vous ramènent dans du concret, qui ne laissent pas l'esprit vagabonder. Et c'est ça aussi qui est bien dans l'entraînement, c'est qu'on se concentre sur tout ça, on retrouve un environnement connu. Et du coup, on fait abstraction un peu de tout le reste. C'est la même chose dans un cockpit d'avion. Hein. On connaît tellement tout ça par cœur qu'on arrive à se concentrer sur les actions à réaliser. Et puis, quand on a une panne en avion, que l'avion prend feu, les pilotes ne sont pas là en train de penser « Oh là là, est-ce que j'ai souscrit une police d'assurance ?» ou alors « J'espère que les gens derrière ne vont pas m'en vouloir trop. » Non, 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 ils ont vraiment des actions très concrètes à faire pour faire face à la situation. Et ça, quelque part, ça rend ce contexte-là plus facile. Donc je pense que nous, ce sera la même chose. On va penser un petit peu au contexte, à ce qui pourrait se passer, à ce que tout ça veut dire. Et puis très rapidement, on va se remettre dans notre bulle technique qui va nous accompagner jusqu'à l'arrimage à la station spatiale, au moment où on va ouvrir la porte, le sas, et puis qu'on va voir des visages amis qui vont nous accueillir. Et là, on pourra dire, ça y est, on l'a fait. Merci Thomas Pesquet d'avoir passé 1 heure avec nous ici au siège du CNES à Paris. Je sais que la journée est assez longue encore pour toi, tu t'es levé très tôt exprès pour nous, donc bonne journée, bon courage et à très bientôt. Merci à tous, au revoir. Ok, donc merci.